Bonjour, on vous propose aujourd'hui un extrait de baccalauréat, section technique, session principale 2017. Je suis le professeur Walid Ferjani de lycée Ariana, lycée technique. On va commencer. Donc, on va voir aujourd'hui un extrait, comme on a dit, du baccalauréat session principale 2017, section technique, l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1, le contenu. Le contenu, on va essayer de voir le produit vectoriel, comment calculer les composantes d'un produit vectoriel. On va voir aussi le plan défini par 3 points non alignés, les équations cartésiennes et paramétriques de plans et positions relatives de deux plans, les équations réduites d'une sphère, position relative d'une sphère et d'un plan, et finalement, intersection de plans. On va commencer tout d'abord par revoir, bien sûr, l'énoncé de l'exercice, comme il a été proposé dans l'examen. Donc, l'espace est rapporté à un repère direct au IJK, etc. Donc, la première partie, on va voir comment calculer un produit vectoriel et déterminer l'équation d'un plan. Donc, la question, premièrement, petit a, petit b, petit c. La deuxième partie, deuxièmement, on va voir les positions relatives de deux plans. Et là, on va voir la droite d'intersection, comment on va la déterminer. La deuxième partie, donc, on va voir l'équation cartésienne d'une sphère et comment déterminer son centre et son rayon. Et après, la position relative d'une sphère et des plans. Quatrièmement, on va voir la position de trois plans. On va voir bien sûr dans le détail, question par question. On considère les points A de coordonnées 0, moins 1, 0, B de coordonnées 1, 1, 0 et C de coordonnées 0, 0, 1. Premièrement, petit a, déterminer les composantes du vecteur AB vectoriel AC. Bien sûr, là, il faut commencer par déterminer les composantes du vecteur AB et du vecteur AC. Donc, il faut se rappeler la formule. Le vecteur AB a pour composante XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Donc, on va faire tout d'abord le calcul du vecteur, des composantes du vecteur AB et AC. Ici, le vecteur AB, donc c'est XB, c'est 1, moins XA, c'est 0, donc ça fait 1. YB, c'est 1, moins 1, moins YA, donc ça fait 1, moins 1, ça fait plus 1, donc ça fait 2. 0, moins 0, ça fait 0. Ça, c'est pour le vecteur AB. La même chose pour le vecteur AC, on va le faire plus rapidement. XC, 0, moins XA, 0, donc ça fait 0. YC, 0, moins YA, ça fait moins 1, donc ça fait 0, moins 1, ça fait 1. ZC, ça fait 1, moins ZA, ça fait 0, donc ça fait 1. Donc ça, c'est les deux vecteurs. Tout d'abord, il ne faut pas se tromper dans le calcul des composantes des vecteurs AB et AC. Donc, on va calculer les composantes du vecteur AB vectoriel AC. Pour cela, on va revoir comment faire. On enlève la première ligne des deux vecteurs, des composantes des vecteurs AB et AC. On calcule le déterminant qui reste. Donc, ça fait 2, 1, 0, 1. 2, 1, 0, 1 fois le vecteur I. Ensuite, on enlève la deuxième ligne et on obtient 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 fois le vecteur J. N'oubliez pas le coefficient moins. Ensuite, on enlève la troisième ligne. Le déterminant qui reste d'ordre 2, c'est 1, 0, 2, 1. 1, 0, 2, 1 avec un coefficient plus fois le vecteur K. Maintenant, pour calculer chaque déterminant, c'est une règle très simple, ce qu'on appelle la règle de gamma. Donc, on calcule 2 fois 1 moins 0 fois 1. 2 fois 1, ça fait 2.
moins 0 fois 1, donc ça fait 0, donc 2 fois 1, donc ça fait 2, ça fait 2i, donc on obtient 2i. Moins le deuxième coefficient qui est multiplié par j, donc ça fait 1 fois 1, donc ça fait 1j, donc c'est 1, avec le coefficient moins, ça fait moins j. Plus le troisième déterminant d'ordre 2, ça fait 1 fois 1, ça fait 1, moins 2 fois 0, ça fait 0. Donc ça fait 1 fois 1, donc c'est 1. 1 multiplié par k, 1 multiplié par k. Donc, les composantes du vecteur AB vectoriel AC sont très simples. Donc ça fait 2i moins j, donc ça fait moins 1 fois j, plus k. On peut l'écrire bien sûr avec la forme suivante. AB vectoriel AC, c'est deux composantes, 2, moins 1, 1. Ça, il ne faut pas se tromper dans les composantes du vecteur AB vectoriel AC, puisque après, ça va être décisif pour l'équation du plan. Petit b, on déduit que les points A, B et C définissent un plan. AB vectoriel AC, on l'a déjà calculé, les composantes 2, moins 1, 1. Si ce produit vectoriel est non nul, on le voit très bien. Il est différent du vecteur nul. Donc, les points A, B et C ne sont pas alignés. Donc, c'est très simple. S'ils ne sont pas alignés, donc ils forment un unique plan. Voilà. Donc, ils définissent le plan P. Le plan P sera noté par la suite ABC entre parenthèses. On passe à la question suivante. Là, c'est une vérification. Donc, la question vérifie qu'une équation cartésienne du plan P est 2x moins y plus z moins 1 égale 0. On va proposer deux manières comment voir ça. La manière la plus utilisée, c'est en utilisant le vecteur AB vectoriel AC qui sera un vecteur normal au plan P. Donc, les coefficients de moins 1, 1 seront les coefficients de x, de y, de z. Donc, reste à déterminer D du plan. Donc, là, il nous faut un point. Donc, on peut choisir soit le point A, soit le point B, soit le point C. J'ai proposé le point A, bien sûr, pour faire moins de calculs puisqu'il contient plusieurs zéros. Donc, A de coordonnées 0, moins 1, 0. Il appartient au plan. Il suffit de remplacer, bien sûr, le x par 0, le y par moins 1 et le z par 0. Donc, 2 fois 0, moins 1, plus 0, plus d. Donc, 2 fois 0, ça disparaît. Moins 1, ça fait 1. Puis 1 plus d égale 0. Donc, d égale moins 1. C'est très simple le calcul. Après avoir trouvé le d, il ne faut pas oublier de le remplacer, bien sûr, dans l'expression de P pour écrire ainsi le plan P d'équation 2x moins y plus z moins 1 égale 0. On a proposé une deuxième manière. On remplace les coordonnées de A, B et C qui sont déjà non alignées, A, B et C. On le connaît déjà. Il suffit de remplacer les coordonnées de A dans l'équation du plan, qu'on sait déjà, qui est donnée dans l'énoncé, parce que s'il nous a donné l'énoncé, il ne nous a pas proposé de chercher l'équation du plan, mais l'équation du plan, elle est donnée. Il suffit de remplacer les coordonnées de A, les coordonnées de B et les coordonnées de C dans l'équation du plan. Donc, le plan ABC, c'est le plan P voulu. Maintenant, deuxième question. On considère le plan Q d'équation x plus y moins 2z plus 1 égale 0. La question, montrer que les plans P et Q sont séquents et que leur intersection est la droite delta. Ça veut dire qu'il y a deux parties de la question. La question, il faut prouver tout d'abord que les plans sont séquents. Et puis, une deuxième partie, c'est déterminer l'intersection. Ici, c'est une droite, bien sûr, des deux plans. Donc, c'est la droite delta qui nous a donné son équation paramétrique, voilà sa représentation paramétrique. On commence tout d'abord par montrer la première partie, que les deux plans sont séquents. Puisque le repère ici, il est orthonormé, on peut utiliser le vecteur normal de Q et le vecteur normal de P. N'oubliez pas comment on cherche le vecteur normal d'un plan, c'est les coefficients de x, y, z qu'on appelle A, B, C dans la formule du cours. Donc on va revoir ça. Bien sûr, le plan P,
d'équation 2x moins y plus z moins 1 égale 0. Donc, le coefficient de x, c'est 2. Le coefficient de y, c'est moins 1. Le coefficient de z, c'est 1. Donc, le vecteur normal AP, c'est le deuxième vecteur qui est écrit, donc 2 moins 1, c'est un vecteur normal. Le plan Q d'équation x plus y moins 2z plus 1 égale 0. Le coefficient de x, c'est 1. Le coefficient de y, c'est 1. Le coefficient de z, c'est moins 2. Donc, le vecteur normal, on peut l'appeler n ou bien m, comme vous voulez. C'est le plus important d'écrire, c'est un vecteur normal à Q. Donc, deux coefficients 1, 1, moins 2. Maintenant, on sait que deux plans sont parallèles si les vecteurs normaux sont collinéaires. Et deux plans sont soit parallèles, soit séquents. Donc, on va montrer qu'ils ne sont pas parallèles, donc ils sont séquents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que les vecteurs normaux, le vecteur normal AP et le vecteur normal AQ ne sont pas collinéaires. Il suffit de calculer un petit déterminant qui est le coefficient 1, 2, 1, 2, le coefficient 1, moins 1, avec la règle de gamma, ici. 1 fois moins 1, ça fait moins 1, moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Donc, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Puisque ce déterminant il est différent de 0, ça prouve que les vecteurs normaux ne sont pas collinéaires. Puisqu'ils ne sont pas collinéaires, ça veut dire que les plans ne sont pas parallèles, automatiquement, ils sont séquents. Ici, ils sont séquents suivant une droite. Donc, on va passer. Donc, ainsi, P et Q sont séquents suivant une droite delta. Déjà, la première partie, on a montré que les deux plans sont séquents. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, que l'intersection, c'est la droite delta avec cette représentation paramétrique particulière. Bien sûr, on sait qu'une droite, elle a plusieurs équations paramétriques. Donc, on ne va pas développer trop. On va passer comment déterminer, voilà, les deux plans sont séquents. N'oubliez pas, bien sûr, ce schéma en tête quand vous faites l'exercice. Maintenant, on va déterminer l'équation, la représentation paramétrique du plan de la droite delta. On va commencer. Delta égale P inter Q. 2x moins y plus z moins 1 égale 0 et x plus y moins 2z plus 1 égale 0, qui sont les équations, bien sûr, du premier plan P et du deuxième plan Q. Puisqu'il nous a donné ici une idée, donc il a posé x égale alpha, on peut poser dans d'autres exercices y égale alpha ou bien z égale alpha. Pour avoir la forme donnée dans l'examen, on va prendre la même chose, bien sûr, x égale alpha. Donc, ceci va nous donner trois informations, x égale alpha. On remplace alpha dans les deux équations, ça fait 2 alpha moins y plus z moins 1 égale 0. La deuxième équation, on remplace x aussi par alpha, ça fait alpha plus y moins 2z plus 1 égale 0. L'idée, c'est chercher x en fonction de alpha, y en fonction de alpha et z en fonction de alpha. Donc, le x, on l'a. Reste à déterminer y et z en fonction de alpha. Et là, c'est très simple, puisque dans cet exercice, on voit que ici, il y a moins y et plus y. Lorsqu'on va ajouter les deux équations ici, le y va disparaître. Ça va être 2 alpha plus alpha. 2 alpha plus alpha, ça fait 3 alpha. Moins y plus y, donc ça va disparaître le y. Plus z moins 2z, ça fait moins z. On revient. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, le total, ça fait 2 alpha plus alpha, ça fait 3 alpha. Ici, moins z, ça fait 3 alpha moins z. On peut déterminer z. Donc, le calcul n'est pas difficile du tout. Il suffit de le faire à la main. Donc, on peut faire, dans ce cas, bien sûr, la somme des deux lignes 1 et 2. Dans d'autres cas, c'est un système de deux équations, deux inconnues, très simple. Il n'y a pas trop de calcul. Donc, on obtient x égale alpha, y égale 5 alpha moins 1, z égale 3 alpha. N'oubliez pas, ce alpha appartient à R. Ça, c'est très important parce qu'à chaque valeur de alpha, on aura un point. Puisque alpha appartient à R, donc on aura une infinité de alpha, donc une infinité de points x, y, z, de coordonnées x, y, z. Donc, on va passer à la question suivante. On va revoir la question. Soit S l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z, vérifiant x au carré plus y au carré plus z au carré
plus 2x moins 2z plus 4 sur 3 ou 4 tiers égale 0. Cette forme-là n'est pas nécessairement l'équation d'une sphère. Donc, la question est évidente ici. Montrez que S est une sphère de centre le point I de coordonnées moins 1, 0, 1, déterminer son centre. Donc là, il nous a donné le centre et on va déterminer le rayon. Mais la question est montrée. Ça veut dire qu'il nous faut un théorème ici. On va le rappeler rapidement. Donc, le théorème, donc, là, on le voit rapidement. Donc, si j'ai un point I de coordonnées I, A, B, C, on appelle l'équation cartésienne de la sphère, c'est cette forme-là. C'est x moins A au carré plus y moins B au carré plus z moins C au carré égale R au carré. Ça veut dire quelque chose qui est positif strictement. Et ça, cette forme-là, ça s'appelle équation cartésienne d'une sphère. Ça, cette forme, c'est ça, c'est la forme d'une l'équation d'une sphère. On revient. Donc, ça veut dire qu'il faut transformer l'écriture qui nous a donné x au carré plus y carré plus z carré sous la forme d'un produit remarquable en x, x moins a au carré, y moins b au carré et z moins c au carré. Donc là, c'est une technique très simple. On regroupe les x ensemble. Donc, ça fait x au carré plus 2x. Y au carré, on n'a pas de y, donc ça reste seul. Les z au carré aussi. Vous voyez en rouge ici, on a ajouté 1 au carré. Pourquoi? Donc, le 2 multiplié par x ici, on peut le diviser, on le voit comme étant le 2ab ici, de la formule a plus b au carré. Donc, ici, x au carré plus 2x plus 1 au carré, ça va nous donner le premier produit remarquable ici. Donc, lorsqu'on a ajouté 1 au carré, il faut le retrancher, bien sûr, ici. Y au carré, donc ça va être y moins 0 au carré. Z au carré moins 2z, on va ajouter encore la même chose, plus 1, donc la moitié de ce nombre-là, au carré. Lorsqu'on a ajouté 1 au carré, il faut retrancher, bien sûr, 1 au carré. Donc ça va être x au carré plus 2x plus 1. Ça, c'est un produit remarquable. Y au carré, ça fait y moins 0 au carré. Et ça, c'est z moins 1 au carré. Et cette quantité-là, elle est calculable et facile à faire. Donc, on revient. Si x au carré plus 2x plus 1 au carré, donc ça fait x plus 1 le tout au carré, plus y au carré, plus z au carré moins 2z plus 1, ça fait z moins 1 le tout au carré, plus cette quantité qui va partir dans le second membre. On obtient x plus 1 au carré. نعود من الأول هوني منين ما بدينا توا اوكي اكس موان 1 au carré. D'accord, et x plus 1 au carré. Donc, signifie x plus 1 au carré plus y. un petit silence. D'accord, ça marche. Là, donc, on obtient x plus 1 au carré plus y au carré plus z moins 1 au carré égale cette quantité-là, égale 2 tiers, qui va représenter le rayon au carré. Donc, ainsi, S est une sphère de centre I, de coordonnées moins 1, 0, 1 et de rayon racine carrée de 2 tiers. Racine carrée de 2 tiers, il suffit de multiplier en haut et en bas par racine de 3. Donc, ça fait racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6. Ici, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Donc là, la forme qui est donnée, bien sûr, plus facile. Donc, on va passer à la question suivante. Maintenant, montrer que cette sphère, qu'on a déjà son centre et son rayon, est tangente à chacun des plans P et Q. Qu'est-ce que ça veut dire tangente? Ça veut dire que le plan coupe la sphère en un seul point. Donc, on a deux choses. On a le plan P et le plan Q. Donc, on va se rappeler de la position relative d'un plan et d'une sphère. Donc, il nous faut plusieurs informations. Donc, tout d'abord, si j'ai un plan P et un point I, il faut comment déterminer la distance du point I vers le plan P. La distance du point I vers le plan P,
c'est la distance de I vers son projeté orthogonal sur le plan P, qu'on va appeler la distance IH, qu'on note distance petit d entre parenthèses I, virgule, le nom du plan, qui est égal à valeur absolue de AXI plus BYI plus CZI plus D. Ça veut dire qu'il faut remplacer les coordonnées de I, le point voulu, dans l'équation du plan, sur racine carrée de A au carré plus B au carré plus C au carré, qui sont les coefficients de A, B et C du plan. Donc, on va revoir aussi autre chose. Voilà quelques positions relatives d'un plan et d'une sphère. Donc, si cette distance IH est supérieure au rayon, donc il n'y a pas d'intersection, l'intersection est vide. Si cette distance IH qu'on va calculer tout à l'heure égale au rayon, donc l'intersection est un point, qui est le point H, ici. Si la distance IH est inférieure à R, qui est le rayon de la sphère, bien sûr, l'intersection est un cercle de centre H, qui est le projeté orthogonal de I sur le plan P. Donc, finalement, il faut déterminer, pour montrer que la sphère est tangente aux deux plans, finalement, il faut calculer cette distance de I vers le plan P et de I vers le plan Q. Donc, on va essayer de faire une petite application. Si on connaît le cours, ce n'est pas très difficile. Hein. Donc, voilà le plan P. Le point I, maintenant, on va calculer la distance de I à P. On va appliquer tout simplement la formule. On remplace les coordonnées de I, moins 1, 0, 1, dans l'équation du plan. Donc, on remplace x par moins 1, y par 0, z par 1. Donc, ça fait 2 fois moins 1, moins 0, plus 1, moins 1. Là, c'est la première chose. Ici, les coefficients de x de l'équation du plan, ça, 2 au carré plus, moins, il n'y a pas de moins ici, hein, il n'y a que des plus. Donc, il n'y a que des plus, donc ça fait 2 au carré plus, cette valeur au carré, ça va donner quelque chose de positif, plus 1 au carré. Donc, c'est facile à faire. Donc, le premier calcul, donc ça fait 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 0, ça va disparaître. Plus 1 moins 1, ça va disparaître. Ça va être moins 2. Valeur absolue, n'oubliez pas la valeur absolue. Valeur absolue de moins 2, c'est 2. Là, c'est facile. 2 au carré, c'est 4. Moins 1 au carré, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. 1 plus 1, 2. Et 4, ça fait 6. Donc, ça fait 2 sur racine de 6. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on a une sphère. Donc, il faut de rayon déjà calculé. Il faut comparer cette distance au rayon de la sphère. Donc, il faut avoir la forme du rayon qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, on va multiplier par racine de 6 en haut et en bas. Ça fait 2 racines de 6 sur 6. On simplifie tout simplement par 2. Ça fait racine de 6 sur 3. Il ne faut pas oublier d'écrire que c'est égal à R. Et comme ça, on peut voir la position du plan P à la sphère S en comparant sa distance de I du centre de la sphère au plan P au rayon de la sphère. On va refaire ça rapidement maintenant pour le plan Q. Donc, voilà le plan Q. Et on va calculer la distance de I à Q. La même chose, bien sûr, il ne faut pas oublier de changer bien sûr l'équation dans la deuxième équation de Q. Donc, on va faire plus rapidement. Donc, ça fait moins 1 plus 0, moins 2 fois 1, plus 1, sur les coefficients. Donc, ça fait 1. Le coefficient de x, ça fait 1 au carré, plus 1 au carré, plus moins 2 au carré. Donc, un calcul très simple. On va revoir le même calcul. Donc, il ne faut pas s'éterniser dans un calcul très simple. Donc, ça fait 2 sur racine de 6. On va faire le même calcul, bien sûr, que tout à l'heure. Il ne faut pas le refaire, bien sûr, dans un devoir, puisque c'est le même calcul. Donc, qu'est-ce qu'on a prouvé ici? Que la distance de I vers le premier plan P est égale à R. Ça veut dire que le plan P et la sphère S sont tangents. Ça veut dire qu'ils se coupent pour un seul point. La distance de I à Q égale à R. Ça veut dire que le plan Q et la sphère S sont tangents. On a un point. Bien sûr, ils sont tangents d'un point. Donc, on va passer. Donc, on va écrire distance de I à P égale à distance de I à Q. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que c'est égal à R. Chaque distance est égale à R. Ainsi, S est tangente à chacun des plans P et Q. D'accord? On va passer à la question suivante. Donc, la dernière question. Soit J
et K les points de contact respectifs de la sphère S avec les plans P et Q. Là, il faut faire un petit schéma. Peut-être qu'on va proposer un petit schéma. Donc, voilà la sphère S. Là, c'est le plan P qui est tangent la sphère. On a un point ici. Le plan Q qui est tangent la sphère. N'oubliez pas que les deux plans P et Q sont sécants. S'ils sont sécants suivant une droite, qu'on a appelée tout à l'heure la droite delta. La droite delta se trouve là. On va l'afficher tout à l'heure. On va lire la question tout d'abord. Justifier que le plan IJK, donc on va essayer de l'apparaître un petit peu. Donc, voilà le point J, qui est le projeté orthogonal de I sur le plan P. Voilà le J. Et après, le K qui est le projeté orthogonal de I sur le plan Q. Donc, on a un plan défini par 3 points non alignés, ce sont I, J et K. Ce plan-là, on veut le prouver qu'il est perpendiculaire à chacun des plans P et Q. Là, pour justifier, il nous faut un théorème. Donc, on va faire un petit rappel. Comment dire qu'un plan est perpendiculaire à un autre? Donc, deux plans sont perpendiculaires. Par exemple, le plan IJK et le plan P. Ils sont perpendiculaires. Ça veut dire qu'il faut trouver une droite de l'un, une droite contenue dans l'un, que ce soit dans IJK ou bien dans P, qui est perpendiculaire à l'autre plan. On va le voir bien sûr doucement. Deux plans sont perpendiculaires si l'un contient une droite qui est perpendiculaire à l'autre plan. On va l'appliquer rapidement. Je sais que la droite IJ, elle est contenue dans le plan IJK. Et aussi que je sais que le point J est le projeté de I sur le plan P. Ça veut dire que la droite IJ, elle est perpendiculaire au plan P. Donc, j'ai trouvé une droite du plan IJK, qui est la droite IJ, qui est perpendiculaire au plan P. Donc, le tour est joué. Donc, le plan IJK est perpendiculaire au plan P. Maintenant, il faut bien écrire les choses. On va l'écrire ensemble. Donc, on a J est le projeté orthogonal de I sur P. Donc, la droite IJ, elle est perpendiculaire au plan P, puisque c'est son projeté orthogonal de J. Or, il ne faut pas oublier que la droite IJ, elle est contenue dans le plan IJK, elle est incluse dans le plan IJK. La même chose, bien sûr, pour K, on va le faire ensemble. Donc, puisque j'ai trouvé une droite qui est IJ perpendiculaire au plan P, contenue dans le plan IJK, donc le plan P et le plan IJK sont perpendiculaires. C'est facile à faire. Hein. On a aussi K maintenant, il est le projeté orthogonal de I sur le plan Q. Ça veut dire que la droite IK est perpendiculaire au plan Q. Or, elle est contenue dans le plan IJK. De la même manière, donc le plan Q est perpendiculaire au plan IJK. Donc, ce n'est pas difficile. Le plus important, il ne faut pas oublier les données de l'exercice. Ça veut dire qu'on a la sphère S et le plan P sont tangents. La même chose pour la sphère S et le plan Q, ils sont tangents. Le projeté orthogonal de I, c'est J. Le projeté orthogonal de I, c'est K sur le plan Q. Et les deux plans P et Q sont sécants suivant une droite delta qu'on connaît déjà sa représentation paramétrique. Voilà, n'oubliez pas ce théorème. Deux plans sont perpendiculaires si l'un contient une droite qui est perpendiculaire à l'autre plan. Maintenant, la dernière question. En résumé, qu'est-ce qu'on a? On a les plans P et Q qui sont sécants. Le plan IJK qui est perpendiculaire à chaque plan, au plan P et au plan Q. Et on a les deux plans P et Q qui sont sécants en delta, suivant delta. Ce sont les informations. Montrer qu'une équation cartésienne du plan IJK, c'est x plus 5y plus 3z moins 2 égale 0. Là, il faut trouver donc l'équation du plan IJK. Voilà. Pour voir un petit schéma, pour voir l'équation du plan IJK, là, il faut déterminer l'équation du plan IJK. Donc, soit, comme tout à l'heure, il faut déterminer à partir de 3 points IJK, ou bien à partir d'un vecteur normal.
au plan IJK et un point qui appartient au plan IJK. Bien sûr, ici, J et K, on ne connaît pas leurs coordonnées. Si on connaissait leurs coordonnées, on peut le déterminer de la même manière que tout à l'heure, avec que ce soit le produit vectoriel ou bien par plusieurs autres choses. Ici, on va adopter une autre manière. On va déterminer un vecteur normal à IJK et on connaît le point I. Donc, on a le point I. Et la droite delta, elle a une position particulière par rapport à IJK. Cette position particulière, il faut la démontrer. Pour la démontrer, il nous faut se rappeler le théorème suivant. Qu'est-ce qu'on a? Si un plan est perpendiculaire, le plan qu'on veut exploiter, c'est le plan IJK. Le plan IJK, il est perpendiculaire, on sait qu'il est perpendiculaire, le IJK, il est perpendiculaire à quoi? À deux plans séquents, qui sont P et Q. IJK est perpendiculaire aux deux plans P et Q, qui sont séquents suivant la droite delta. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Alors, il, ça veut dire le plan IJK, est perpendiculaire à leur droite d'intersection. Je résume. J'ai un plan IJK qui est perpendiculaire à P et qui est aussi perpendiculaire à Q, qui sont tous les deux séquents en suivant delta. Cette droite delta, elle sera obligatoirement perpendiculaire à IJK. Donc, ici, l'intersection, c'est delta. Donc, la réponse n'est pas très difficile. Donc, il faut se rappeler seulement du théorème. P inter Q, c'est delta. Le plan IJK est perpendiculaire à P. Le plan IJK, il est aussi perpendiculaire à Q. Donc, automatiquement, la droite delta est perpendiculaire à IJK. Il ne faut pas oublier la question. La question, c'est déterminer IJK, l'équation du plan IJK. Nous aussi, on veut déterminer que la droite delta est perpendiculaire à IJK pour une raison très particulière, pour déterminer le vecteur normal, ou bien un vecteur normal du plan IJK. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a delta de coordonnées d'équation x égale alpha, y égale 5 alpha moins 1, z égale 3 alpha. On peut déterminer par la suite un vecteur directeur de delta. Ça veut dire que le vecteur directeur de delta sera un vecteur normal à IJK. Il est tout joué. Donc, le coefficient de alpha dans x, donc 1. Le coefficient de alpha dans y, c'est 5. Le coefficient de alpha dans z, ça fait 3. Ça veut dire que le vecteur u de composante 1, 5, 3 est un vecteur directeur de delta. Il va jouer le rôle de vecteur normal au plan IJK. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ça nous reste de déterminer l'équation de IJK. On a le vecteur normal, il nous faut un point. Le seul point qu'on connaît, c'est le point I avec ses coordonnées données dans l'exercice. On continue. Le vecteur U de composante 1, 5, 3 est un vecteur normal à IJK avec I de composante de coordonnées moins 1, 0, 1. C'est très simple comme tout à l'heure. On remplace le coefficient A, B, C du plan IJK par 1, 5, 3. Ça nous reste à calculer le D. À chaque fois, il suffit de remplacer le point I par moins 1, 0, 1 dans l'équation du plan. Ça veut dire remplacer x par moins 1, y par 0 et z par 1. Donc, ça fait moins 1, plus 5 fois 0, ça fait 0, plus 3 fois 1, ça fait 3. Et on va trouver le D. Donc, le D, ça fait moins 2. Il ne faut pas oublier de le remplacer dans l'équation de IJK. Donc, ça fait x plus 5y plus 3z moins 2. Alors, ça, c'est l'équation du plan IJK voulu. Voilà. Maintenant, on va parler de la question C, déterminer les coordonnées du point L, il a noté L, intersection des plans P, Q et IJK. Bien sûr, les trois plans, leur intersection n'est pas nécessairement un point. Ici, dans cet exercice, c'est le cas. Donc, on va essayer de voir les données de l'exercice. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a, c'est un schéma plus simple pour voir clairement les informations. Donc, on a le plan P, on a aussi le plan Q, qui sont tous les deux séquents suivant cette droite qui est delta. Et on a le plan IJK, qui est un plan
perpendiculaire aux deux plans P et Q. On a aussi la droite delta qui est l'intersection de P et Q. On la voit bien qui est perpendiculaire au plan IJK. Donc, on a le point L, on le voit très bien, le point L qui est l'intersection des trois plans. C'est facile à faire. On va essayer d'exploiter ces informations. P inter Q inter IJK, ça veut dire l'intersection des trois plans. C'est le point L de coordonnées x, y, z cherché. Revient à chercher l'intersection de la droite delta, qui est l'intersection de P et Q, avec le plan IJK. Comment faire? C'est une droite, un plan. Droite et un plan. Donc la droite, donc le point L cherché appartient au plan IJK. Donc il vérifie l'équation du plan IJK, on va le voir tout de suite. Et L appartient à delta, donc il vérifie l'équation de la droite, ce qu'on appelle la représentation paramétrique de la droite. On va essayer de continuer. Maintenant, L appartient au plan IJK. L appartient à la droite delta. Ça veut dire que L appartient, les coordonnées de L, x, y, z vérifient une équation cartésienne du plan IJK qu'on a déjà dans l'exercice. Et L appartient à delta, donc il vérifie la représentation, ou une représentation paramétrique de la droite delta. Comment faire? Ça, c'est un truc classique. On va remplacer le x égale alpha dans l'équation du plan, y par 5 alpha moins 1 dans l'équation du plan, et z par 3 alpha dans l'équation du plan. Qu'est-ce qu'on aura? On aura l'équation suivante. Ça revient à faire alpha plus 5 au lieu de y, donc on a remplacé par 5 alpha moins 1, plus 3 au lieu de z, on a 3 alpha, moins 2. Donc, la première équation, c'est une équation d'inconnu, d'un seul inconnu, c'est alpha. Donc, on va regrouper tous les alphas. Et on va garder, bien sûr, x égale alpha, y égale 5 alpha moins 1 et z égale 3 alpha. L'idée, c'est chercher le alpha convenable qui appartient maintenant à la droite delta. Une fois trouvé le alpha, on va le remplacer alpha par sa valeur. Donc, si on trouve alpha égale à 18, par exemple, on va remplacer alpha ici par 18, alpha ici par 18 et alpha par 18. Et on trouve x, y, z. Donc, le calcul n'est pas difficile. Donc, on voit que alpha plus 5 fois 5 alpha moins 1, on développe, ça fait 35 alpha. En groupe les nombres, ça fait 7. Donc, 35 alpha égale 7. Donc, alpha, ça fait 7 sur 35. Bien sûr, 35 est divisible par 7, donc ça fait 1 sur 5. Donc, si on trouve alpha égale à 1 sur 5, j'explique un petit peu ici. Donc, le alpha, c'est 7 sur 35. Donc, on divise par 7, ça fait 1 sur 5. Une fois trouvé le alpha, je peux retrouver, bien sûr, le x. X est alpha, donc x égale à 1 sur 5. Maintenant, le y, ça fait 5 fois 1 sur 5, ça fait 5 sur 5, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. C'est un calcul très simple. Et z égale à 3 fois alpha, donc 3 fois 1 sur 5, ça fait 3 sur 5. Et ce x, y, z, c'est les coordonnées du point L cherché, qui est l'intersection des trois plans, P, Q et I, J, K. Voilà l'exercice qu'on a proposé aujourd'hui. J'espère que cet exercice vous a plu. Voilà, il faut se rappeler des théorèmes qui sont projetés aujourd'hui. Bon courage pour les examens et merci pour tous.